Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons plongé dans les années 1930 à 1939, une décennie où l'aviation fait, une fois de plus, un grand saut en avant. C'est vraiment l'époque des traversées audacieuses. Pensez par exemple à la traversée de l'Atlantique Nord par Coste et Bellonte en 1930, ou encore à la traversée du Pacifique sans escale. Et bien sûr, comment ne pas mentionner les exploits d'Amelia Earhart, qui fut la toute première femme à traverser l'Atlantique en solitaire. Nous nous intéresserons également à des figures emblématiques. Des noms comme Maryse Bastier, Hélène Boucher et Maryse Hills, toutes ont été des pionnières de l'aviation féminine. Et à côté de ces femmes extraordinaires, il ne faut pas oublier les records mondiaux battus par des géants de l'époque, comme le célèbre Howard Hughes. Car, et c'est un point essentiel, l'aviation de ces années-là n'est pas seulement une histoire de records. C'est aussi, et peut-être surtout, une histoire de courage, de défis humains et de véritables révolutions technologiques. Des révolutions qui, au final, préparent le terrain pour l'aviation moderne. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un exploit aéronautique majeur du XXe siècle. La première traversée de l'Atlantique sans escale, dans le sens est-ouest, de Paris à New York. Un vol réalisé par Dieudonné Coste et Maurice Bellonte en 1930. Oui, et c'est un exploit qui se place dans un contexte très particulier. 3 ans plus tôt, en 1927, l'Américain Charles Lindbergh avait réussi le trajet New York-Paris. C'était une immense victoire, mais il avait bénéficié de vents portants. Le sens inverse, Paris-New York, était considéré comme beaucoup plus difficile. Exactement. D'ailleurs, des Français avaient déjà tenté l'aventure. Charles Nungesser et François Colly, à bord de l'Oiseau Blanc, ont essayé en 1927, mais ils ont tragiquement disparu en mer. Donc, en 1930, il y avait une sorte d'enjeu de fierté nationale, une volonté de prendre une revanche pour l'aviation française. C'est ça. Et les hommes choisis pour cette mission Coste et Bellonte n'étaient pas des débutants, n'est-ce pas? Loin de là. C'étaient d'anciens as de la Première Guerre mondiale. Des pilotes extrêmement expérimentés qui avaient déjà battu des records de distance, notamment un vol Paris-Chine de presque 8000 km. Et ils volaient sur un avion au nom très symbolique, le point d'interrogation. Un nom qui, je suppose, n'a pas été choisi au hasard? Pas du tout. Il y avait un grand point d'interrogation peint sur la dérive de l'avion. C'était un symbole fort. La France allait-elle enfin réussir cet exploit? L'avion était une merveille pour l'époque. Un moteur très fiable et, surtout, d'énormes réservoirs pouvant contenir plus de 5000 litres d'essence. Ce qui lui donnait une autonomie théorique de 9000 km. Absolument nécessaire pour affronter les vents contraires constants de l'Atlantique Nord. Le départ a lieu le 31 août 1930 depuis l'aéroport du Bourget. Le vol va durer plus de 37 heures. Et la partie la plus difficile, c'est la nuit au-dessus de l'océan. Oui. D'après les recherches, ils ont affronté une violente tempête, avec de la neige, des vents de face. Dans le noir complet, ils ont dû naviguer principalement aux instruments, comme le gyroscope, et en se fiant à leur radio pour rester en contact avec des navires. C'était une véritable épreuve. Mais ils tiennent bon. Au matin du 1er septembre, le temps s'améliore à l'approche des côtes canadiennes. Et finalement, en fin de soirée, ils atterrissent à Curtis Field, près de New York. Et l'accueil est incroyable. Une foule immense les attend, et parmi eux, Charles Lindbergh lui-même venu féliciter ses homologues français. C'est un geste très fort. Absolument. L'accueil est triomphal aux États-Unis, mais c'est à leur retour en France que la ferveur est à son comble. Ils sont célébrés comme des héros nationaux. Des parades sont organisées, notamment au Havre, ou leur paquebot à Coste, puis à Paris. Ils sont décorés par le président de la République. C'est vraiment la consécration. La presse française parle de revanche et célèbre la supériorité de la technologie aéronautique française. L'exploit a un retentissement énorme, à la fois sur le plan humain et technologique. En résumé, ce vol de Coste et Bellonte n'est pas juste un record. C'est l'aboutissement d'années d'efforts et de drames, la preuve que la traversée de l'Atlantique Nord contre les vents dominants était possible. C'est un jalon fondamental dans l'histoire de l'aviation, qui a ouvert la voie aux futures lignes commerciales transatlantiques. Un exploit qui a marqué durablement la mémoire collective française, symbolisant le courage,
la persévérance et l'innovation technique de cette époque des pionniers du ciel. Aujourd'hui, on va se pencher sur un exploit aéronautique assez méconnu mais vraiment spectaculaire. La première traversée sans escale de l'océan Pacifique en avion, en 1931. Ah, les années 30, l'âge d'or de l'aviation. Après l'exploit de Lindbergh sur l'Atlantique, j'imagine que la course au record était lancée. Exactement. Et au cœur de cette histoire, on a un duo assez improbable. Clyde Pangborn, un ancien pilote de la Grande Guerre devenu une star des meetings aériens, un vrai casse-cou surnommé Upside Down Pangborn, parce qu'il adorait voler la tête en bas. Le genre de pilote qui n'a peur de rien, donc. Et son coéquipier? Lui, c'est Hugh Herndon. Il vient d'une famille très riche, des magnats du pétrole. C'est lui qui finance l'aventure. Ils se sont rencontrés dans le circuit des exhibitions et ont décidé de faire équipe. Pangborn pour le pilotage, Herndon pour le financement. Le pilote et le mécène, un duo classique pour ce genre d'aventure. Et quel était leur objectif initial? Au départ, ils voulaient battre le record du tour du monde. Ils partent de New York, traversent l'Europe, la Sibérie, mais ils accumulent les retards. Ils comprennent vite qu'ils ne battront pas le record. Alors, arrivés au Japon, ils changent de plan. Et c'est là qu'ils décident de traverser le Pacifique? Oui, ils se disent, puisqu'on est là, tentons quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est-à-dire relier le Japon à l'Amérique sans escale. Mais les choses se compliquent. Ils sont arrêtés par les autorités japonaises pour avoir survolé et photographié des zones militaires sans autorisation. Ça commence bien. Comment s'en sortent-ils? Après négociation, ils sont libérés, mais avec une condition très stricte. Ils n'ont droit qu'à une seule et unique tentative de décollage. S'ils échouent, leur avion, le Miss Viddle, est confisqué. La pression devait être énorme. Alors comment s'est passé ce vol? C'était une mission à très haut risque. Pour tenir la distance, l'avion était surchargé de carburant, bien au-delà du poids recommandé. Pangborn avait même conçu un système pour larguer le train d'atterrissage après le décollage, afin de réduire la traînée et gagner en vitesse. Attends, larguer le train d'atterrissage? Ça veut dire qu'il prévoyait de se poser sur le ventre dès le départ? C'était le plan. Mais ça a failli tourner au drame. Quelques heures après le décollage, le mécanisme de largage se coince. Une partie du train reste accrochée à l'avion. Et là, Pangborn réalise un truc de fou. Quoi donc? En plein vol, à plus de 4000 mètres au-dessus du Pacifique, il sort du cockpit et rampe sur l'aile, pieds nus, pour décrocher les pièces récalcitrantes à la main. Après 20 minutes d'effort dans un froid glacial, il réussit. C'est son expérience de voltigeur qui leur a sauvé la vie. C'est une scène digne d'un film d'action. Et ce n'était pas le seul problème, si je me souviens bien. Non, en effet. Plus tard, le moteur s'arrête en plein ciel, à cause d'une erreur de gestion du carburant. Pangborn doit faire piquer l'avion pour le redémarrer. Finalement, après 41 heures de vol, épuisés et dans un brouillard épais, ils ne peuvent pas atteindre Seattle comme prévu. Ils ont donc atterri ailleurs? Oui, ils se sont déroutés vers Wenatchee, dans l'État de Washington. Pangborn a posé l'avion sur le ventre dans un champ, comme prévu. Ils avaient réussi. La première traversée sans escale du Pacifique était accomplie. Un exploit incroyable. Comment a-t-il été reçu à l'époque? Ils ont reçu des récompenses prestigieuses, comme le trophée Harmon aux États-Unis, et même une médaille du mérite du Japon. Mais l'exploit est un peu tombé dans l'oubli, éclipsé par d'autres records. Aujourd'hui, leur mémoire est surtout vivante à Wenatchee, où l'aéroport local porte le nom de Pangborn. En résumé, c'est l'histoire d'un record né d'un échec, réalisé grâce au sang-froid et à l'audace d'un pilote hors du commun. Un rappel que les débuts de l'aviation étaient faits de paris insensés et de héros prêts à tout risquer. Alors aujourd'hui, on va parler d'une figure absolument marquante de l'aviation, Amelia Earhart. Plus précisément, on va se concentrer sur son incroyable vol de 1932. Oui, une véritable pionnière. Les recherches qu'on a pu faire montrent qu'à son époque, dans les années 20 et 30, les femmes pilotes étaient très rares, même si l'aviation se modernisait. Elle n'était pas seulement une pilote, elle militait activement. Exactement. Elle a obtenu sa licence de pilote en 1923 et a cofondé l'organisation des 99s, un groupe de femmes pilotes dont elle fut la première présidente. Elle voulait vraiment ouvrir la voie. Ce qui nous amène à ce fameux vol de 1932. Pourquoi est-il si célèbre dans l'histoire de l'aéronautique? Les 20 et 21 mai 1932, elle a réalisé un exploit historique. Elle a décollé de Terre-Neuve, au Canada, et après un vol solo d'environ 15 heures, elle a atterri dans un champ en Irlande du Nord. Et c'était la première fois qu'une femme traversait l'Atlantique seule en avion. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et elle était seulement la deuxième personne de l'histoire à le faire, juste après Charles Lindbergh.
Son vol a couvert plus de 3200 km sans escale. D'après les informations, ce vol a été loin d'être une simple traversée. Elle a rencontré pas mal de difficultés, non? Oh que oui. C'était extrêmement périlleux. Elle a dû lutter contre la fatigue, bien sûr, mais aussi contre de multiples problèmes techniques. On parle d'une fuite de carburant, d'un collecteur d'échappement fissuré qui projetait des flammes, et surtout, du givrage de ses ailes. Le givrage des ailes, c'est ce qui a failli la faire s'écraser. Elle aurait chuté brutalement au-dessus de l'océan. Oui, elle a dû faire preuve d'un sang-froid remarquable pour reprendre le contrôle. Malgré tout ça, plus le brouillard et les vents violents, elle a réussi à poursuivre et à se poser dès qu'elle a aperçu la terre ferme. Et elle a fait ça à bord d'un avion particulier, un Lockheed Vega 5B. Oui, son petit bus rouge, comme elle l'appelait. Pour l'époque, c'était un avion très moderne. Sa structure monocoque en contreplaqué le rendait à la fois léger et très solide, parfait pour les records de distance. Elle l'avait aussi fait modifier pour qu'il puisse emporter plus de carburant. Cet exploit lui a valu une reconnaissance mondiale immédiate, j'imagine. Absolument. Elle a reçu la Distinguished Flying Cross du Congrès américain, une décoration normalement réservée aux militaires. C'était la première fois qu'une femme la recevait. Ce vol a prouvé que ce genre d'exploit n'était pas au-delà de la capacité de résistance qu'une femme peut acquérir, comme le disait la presse de l'époque. Son impact a donc dépassé le simple cadre de l'aviation pour devenir un symbole féministe. En plein dans le mille. Elle est devenue une icône, inspirant toute une génération, et prouvant que les femmes avaient leur place dans des domaines techniques et dangereux. Malheureusement, on se souvient souvent d'elle pour sa disparition mystérieuse en 1937, mais son véritable héritage, c'est celui d'une pionnière audacieuse. En résumé, ce vol de 1932 est un jalon. Elle a surmonté des conditions extrêmes pour réaliser une première féminine historique, et elle a contribué à changer durablement les mentalités sur la place des femmes dans la société. Aujourd'hui, on se penche sur une figure légendaire de l'aviation, Howard Hughes, et plus particulièrement sur une année charnière pour lui, 1938. Oui, 1938, c'est l'année de son exploit le plus célèbre, le record du tour du monde en avion. Un événement qui, d'après nos recherches, a vraiment défini sa carrière de pionnier à cette époque. Absolument. En juillet de cette année-là, il décolle de New York avec 4 membres d'équipage et revient seulement 91 heures plus tard. Pour mettre ça en perspective, le record précédent de Wiley Post était de 186 heures. Il a donc presque divisé le temps par 2, c'est une progression énorme. Il a fait ça à bord d'un Lockheed 14 Super Electra. D'ailleurs, les informations qu'on a consultées mentionnent une photo d'un avion similaire, un bimoteur aux lignes très épurées et profilées, qui illustre bien le genre d'appareil très moderne que Hughes cherchait constamment à améliorer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas juste un coup d'éclat. C'était l'aboutissement de plusieurs années de travail. Hughes n'était pas seulement un pilote, il était aussi, et peut-être surtout, un concepteur et un ingénieur très impliqué. C'est un excellent point. Il faut se souvenir de son avion précédent, le H-1 Racer. Pour cet appareil, il a poussé l'aérodynamisme à l'extrême, des ailes poncées et vernies à la perfection, des rivets affleurants pour éliminer toute irrégularité. Et surtout, il a inventé l'un des premiers trains d'atterrissage entièrement rétractables hydrauliquement. Des innovations qui sont devenues la norme. D'ailleurs, on a une description d'image qui met ça en perspective. On y voit un vieil avion d'avant-guerre, un peu rudimentaire avec son train d'atterrissage fixe, et on imagine le contraste avec le H-1 de Hughes, lisse et sans aspérité. C'est avec cet avion qu'il a battu le record de vitesse, puis celui de la traversée des États-Unis en 1937. Exactement. Et il a appliqué cette même rigueur au vol de 1938. C'était une opération planifiée au millimètre, avec des escales précises. Paris, Moscou, Omsk, Yakoutsk en Sibérie, puis l'Alaska. C'est cette préparation qui lui a permis de réussir là où Amelia Earhart, par exemple, avait tragiquement échoué l'année d'avant. Au-delà du record, l'objectif de Hughes était aussi de faire une démonstration de la supériorité de la technologie aéronautique américaine. Il voulait en fait prouver que le transport aérien long courrier était devenu sûr et rapide. Et le message a été bien reçu. À son retour, il a eu droit à une immense parade à New York et a reçu les plus grandes distinctions, comme le Collier Trophy en 1938, mais aussi le prestigieux Harmon Trophy. Il est devenu un véritable héros national. Et son intérêt ne se limitait pas qu'au record. Il a aussi beaucoup investi dans l'aviation commerciale. C'est lui, par exemple, qui a financé le développement du Boeing 307 Stratoliner, le tout premier avion de ligne avec une cabine pressurisée. Oui, ce qui a ouvert la voie au vol à haute altitude.
Il a aussi soutenu le projet du Lockheed Constellation, qui est devenu un avion iconique après la guerre. Et bien sûr, il a pris le contrôle de la compagnie TWA pour en faire une pionnière des vols long courriers. Donc, pour conclure, l'année 1938 représente bien plus qu'un simple record pour Howard Hughes. C'est la consécration de sa vision, celle d'un monde où les continents sont connectés par un transport aérien rapide et sûr. Tout à fait. Cet exploit a été un catalyseur, montrant ce que l'innovation et une ambition sans limite pouvaient accomplir. C'était un aperçu spectaculaire de l'avenir de l'aviation civile mondiale. Et voilà, l'aviation des années 1930 nous a montré, une fois de plus, son incroyable capacité à repousser les frontières du possible. De l'Atlantique Nord aux traversées transpacifiques, ces grands raids ont fait naître des légendes. Ils ont poussé les limites de la technologie et ont montré la bravoure de pilotes qui ont véritablement défié le ciel. Mais attention, ces exploits n'étaient que le début. L'aviation a alors pris un tournant décisif, et l'histoire de l'aviation commerciale s'apprêtait à entrer dans une nouvelle ère avec des aventures tout aussi audacieuses. Et c'est justement ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. L'Aéropostale, cette incroyable aventure humaine où des pilotes comme Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry et d'autres ont bravé les dangers des cieux pour établir une ligne aérienne postale reliant la France à l'Amérique du Sud. Il faut bien comprendre que c'était bien plus qu'un simple service postal. L'Aéropostale incarne l'esprit d'innovation, de courage et de cette détermination qui a fait l'histoire de l'aviation. Alors préparez-vous pour une nouvelle aventure et à très bientôt pour l'épisode 10.